Alors, pourquoi ce titre? Les Amériques latines au pluriel. Eh bien, ce n'est pas une faute de frappe, loin de là. C'est même la clé de tout. Parce que pour vraiment piger ce qui se passe dans cette région fascinante, il faut absolument abandonner l'idée d'un bloc unique. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Vous voyez, quand on dit l'Amérique latine, au singulier, c'est un peu comme si on regardait une carte en 2D. On perd tout le relief, les montagnes, les vallées, bref, on perd toute la complexité qui fait la richesse de ce continent. Le singulier, en fait, il cache une réalité profondément diverse. Du coup, la vraie question, c'est ça. Combien d'Amérique latine il y a en fait? On va voir qu'il y a celle des géants industriels, celle des puissances agricoles, mais aussi celle des petits pays super innovants. Allez, on part à la découverte de cette mosaïque. On commence fort. Premier arrêt, les deux géants incontestés du sous-continent. Par leur taille, leur population, leur économie, le Mexique et le Brésil façonnent une bonne partie de la dynamique de la région. D'abord, le Brésil. Et ce chiffre 212 millions, c'est juste énorme. Ça le place au 6e rang mondial des pays les plus peuplés. C'est un véritable continent dans le continent. Rien que par son poids démographique, il change complètement la donne dans la région. Et juste après, on a le Mexique, 128 millions d'habitants. C'est le deuxième géant, 11e au mondial. Quand on met les deux ensemble, ils rassemblent une part écrasante de la population latino-américaine. Ça crée un centre de gravité impossible à ignorer. Côté économie, c'est la même histoire. Il domine. Le Brésil a le plus gros PIB de la région. Le Mexique est juste derrière, et son PIB, c'est plus du double de celui du troisième, l'Argentine. Mais au-delà des chiffres, leurs territoires n'ont rien à voir, avec des climats qui vont des terres équatoriales amazoniennes du Brésil au haut plateau froid du Mexique. Pour comprendre comment ils en sont arrivés là, il faut parler d'un concept clé, l'ISI. Ça veut dire industrialisation par substitution aux importations. Bon, en clair, c'est une politique où l'État se dit « Ok, au lieu d'acheter des trucs à l'étranger, on va les fabriquer nous-mêmes ». Et cette stratégie, elle a vraiment forgé l'économie brésilienne. Et c'est là que leurs routes se séparent. Le Brésil, lui, a misé à fond sur ce modèle ISI. Il a créé un noyau industriel ultra puissant autour du triangle São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Le Mexique, de son côté, a choisi une toute autre voie, beaucoup plus tournée vers l'export, surtout avec les accords de libre-échange comme l'ALENA, en développant toute une industrie à la frontière, les célèbres maquiladoras. Ok, on quitte les géants et on descend un peu. Direction le cône sud. Là, on trouve deux autres acteurs majeurs, l'Argentine et le Chili. Et leurs histoires, elles sont encore bien différentes. La première chose qui saute aux yeux, c'est leur forme sur une carte. Le géographe Jean Borde parlait de la folle géographie du Chili, et on comprend pourquoi. C'est cette bande de terre incroyable, toute fine, étirée sur plus de 4000 km, et juste à côté, à l'opposé complet, on a l'Argentine, immense, deuxième plus grand pays du continent, avec une diversité de climats dingue. Et bien sûr, ces géographies ont tout déterminé. Les deux sont des puissances du secteur primaire. L'Argentine, c'est le géant agricole. La pampa, le soja, c'est une machine. Le Chili, lui, c'est le roi du cuivre. Numéro 1 mondial, rien que ça. Et en plus, il a d'énormes réserves de lithium, ce fameux métal crucial pour la transition énergétique. Alors, on pourrait se dire, avec des atouts pareils, comment ça se fait que ces pays connaissent des crises à répétition et des inégalités aussi fortes? Eh bien, la réponse est assez simple en fait. Malgré toutes ces richesses, il y a des fragilités structurelles qui les empêchent de s'affirmer comme des puissances stables et complètes. Leur choix sur la scène internationale montre bien cette différence. L'Argentine est à fond dans le Mercosur, le bloc régional. Le Chili, lui, a toujours joué sa carte en solo. Une approche plus individualiste, basée sur des accords commerciaux avec le monde entier, en regardant beaucoup vers l'Asie-Pacifique via l'APEC. Mais la taille ne fait pas tout, loin de là. Maintenant, on va s'intéresser à des nations plus petites qui ont su tracer des chemins uniques et souvent très intelligents. Prenons 3 exemples qui sont assez bluffants. D'abord, le Panama. Il a un atout géographique, le canal, et il en a fait un hub financier mondial. Ensuite, le Costa Rica, le pionnier absolu de l'écotourisme. Et enfin, l'Uruguay, un petit pays qui a misé sur la stabilité pour devenir une sorte de refuge financier et touristique, avec en plus une agriculture super performante. Et là, attention, on a un fait qui vient bousculer pas mal d'idées reçues. Si on regarde l'IDH, l'indice de développement humain, en gros un indicateur de qualité de vie, eh bien le petit Costa Rica et l'Uruguay sont devant les géants que sont le Brésil et le Mexique. C'est la preuve éclatante que le développement, ce n'est pas juste une question de PIB ou de kilomètres carrés. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. On va regarder des défis qui sont partagés par beaucoup de pays de la région, mais on va voir que les réponses, elles, sont très variées. Un mot qu'il faut absolument connaître pour comprendre la région, c'est primarisation. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Ça veut juste dire qu'une économie dépend énormément de l'exportation de matières premières brutes, peu ou pas transformées, que ce soit des minerais, des hydrocarbures ou des produits agricoles.
Le Pérou, par exemple, c'est un cas d'école. Une part gigantesque de son économie repose sur l'exportation minière. Alors bien sûr, c'est une force, ça tire la croissance quand les prix sont hauts. Mais c'est aussi un énorme talon d'Achille. Le pays est hyper vulnérable aux soubresauts des marchés mondiaux. La géopolitique aussi, ça dessine des profils uniques. Prenez le Venezuela. Depuis les années 2000, il s'est construit sur une posture très anti-américaine. La Colombie, c'est tout l'inverse, c'est l'allié historique des États-Unis. Et puis il y a la Bolivie, qui a cherché à affirmer sa propre voix, que ce soit sur la scène internationale ou en écoutant les revendications de sa population autochtone. Et pour finir ce tour d'horizon, il ne faut pas oublier les pays d'Amérique centrale et des Guyanes. C'est souvent eux les grands oubliés. Et pour eux, les défis sont colossaux. La pauvreté est toujours là, très présente, et même s'il y a eu des tentatives d'intégration régionale, le chemin vers un développement partagé est encore très, très long. Donc si on résume un peu tout ce qu'on vient de voir, 3 grands modèles se détachent clairement. On a les géants industriels, le Brésil et le Mexique, puis les puissances exportatrices de matières premières, comme l'Argentine, le Chili ou le Pérou, et enfin ce qu'on pourrait appeler les innovateurs de niche, comme le Costa Rica, Panama ou l'Uruguay. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Le message le plus important à retenir, c'est vraiment celui-là. L'Amérique latine n'est pas un bloc uniforme. C'est une mosaïque complexe et dynamique, composée de pièces uniques qui forment un tout absolument fascinant. Ce qui nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Si le continent a suivi autant de chemins différents jusqu'ici, quelles trajectoires vont se dessiner pour le XXIe siècle ? Est-ce que le modèle des géants va tout écraser ? Ou est-ce que les stratégies innovantes des plus petits États vont au contraire montrer la voie ? Le débat reste ouvert.